j'invite les participants à la table ronde qui va suivre à bien vouloir rejoindre la scène. Cette table ronde sera animée par Yann Chirel-Marinet, qui est journaliste pour notre partenaire de la Gazette des Communes. Donc Yann, si tu veux bien venir, et puis si les intervenants veulent bien le rejoindre sur la scène. Pour cette table ronde intitulée Budget intercommunaux 2025, faire face au choc. Yann, installe-toi. Cette année 2025, elle est très particulière puisque d'une part, les collectivités sont concernées par un certain nombre de mesures, alors dont on ne connaît pas encore exactement le périmètre, mais qu'on commence à bien identifier maintenant, mesures qui auront un impact sur leur budget fort et donc qui auraient plutôt tendance à se traduire par un ralentissement de l'action intercommunale. Et en même temps, l'année 2025, c'est la dernière année pleine du mandat actuel. Et donc, c'est un moment où, traditionnellement, il y a une action forte des collectivités. Et donc, finalement, comment se résout cette contradiction entre des contraintes et des ambitions? C'est ce que l'on va tenter d'expliquer autour d'un certain nombre de points. Quelle est la situation, finalement, des mesures qui concernent les collectivités locales telles qu'on les connaît à date? Et quelle est la stratégie budgétaire mise en place par les collectivités pour faire face à ce contexte? Et puis, quels sont les arbitrages finalement qu'elles réalisent dans l'application de leur dernière année de mandat? Et donc, c'est toutes ces questions que nous allons essayer d'aborder à l'occasion de cette table ronde. Yann, à toi d'animer. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et tous. En effet, comme vous l'avez dit, cet automne 2024 et ce début d'année 2025 restera dans les mémoires. Le projet de loi de finances pour 2025 qui a été présenté début octobre par le gouvernement de Michel Barnier a fait largement réagir au sein de toutes les catégories de collectivités et notamment les intercommunalités. La censure du gouvernement le 4 décembre dernier a créé davantage d'instabilité et d'incertitude dans les collectivités. Les parlementaires se sont organisés pour voter une loi spéciale quand même permettant à l'État de percevoir l'impôt, mais pas que. Et on verra ça plus tard. Pour les intercommunalités, ces chocs arrivent sans doute au pire des moments à moins d'1 an et demi de la fin du mandat. Donc dans cette dernière année pleine du mandat 2020-2026, les projets intercommunaux entrent dans leur phase d'achèvement. Stratégie locale, adaptation et marge de manœuvre, remise en cause des projets et les derniers arbitrages. On discutera de tout cela et de toutes ces possibilités ce matin. Et donc, avec nous, on a, je vais rappeler un peu, donc Stéphane Delautrette, député et président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et ancien président de la communauté de communes du pays de Nexon, Mont-de-Chalut. Sébastien Miossec, président de Quimperlé Communauté, président délégué de Intercommunalité de France et maire de Riec-sur-Bellon dans le Finistère. Pierre-Mathieu Terrien, directeur des finances mutualisées à Valence-Romance Agglo. Et enfin Isabelle Devazier, vice-présidente en charge des finances de la communauté de communes Somme Sud-Ouest, qu'on dit aussi CC2SO, et aussi première vice-présidente du conseil départemental de la Somme en charge des finances et de l'Europe. Donc peut-être tout d'abord on va parler du PLF sur les différentes mesures. Juste faire un rappel du calendrier, même si Juste Castillo vient d'en mentionner quelques points. Donc il a été déposé en octobre, débattu en novembre à l'Assemblée, et il y a eu un rejet de la première partie le 12 novembre. Il est donc arrivé au Sénat le 25 novembre. Il y a eu tout le débat et l'examen final de la première partie qui s'est terminé le 1er décembre. La mission relation avec les collectivités territoriales qui est placée dans la deuxième partie a duré 43 jours puisqu'il y a eu une première discussion le 4 décembre et interrompue net par la censure et donc reprise le 16 janvier dernier. Ce jeudi, il y aura le vote final et solennel du Sénat et on a une commission mixte paritaire qui est annoncée le 30 janvier prochain. Et après, donc ça c'est peut-être la première question, peut-être monsieur le député, si vous voulez nous parler un peu de ce calendrier, même du caractère inédit de toute tout le débat budgétaire, sans rentrer dans le détail des mesures qu'on évoquera ensuite. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et je vais commencer par vous souhaiter une belle et heureuse année, puisque c'est la période des vœux.
Alors, et après, donc après la CMP, évidemment, retour du texte, évidemment, à l'Assemblée nationale. Bon, peut-être revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la séquence, sans rentrer dans le détail, mais l'après va dépendre, très honnêtement, de ce qu'il sortira de la CMP. Vous l'avez évoqué, la proposition de PLF par le gouvernement démissionné ne répondait, en tout cas là je vais parler pour les collectivités, en tout cas pas du tout à ce que nous pouvions attendre, nous parlementaires, mais je pense que les associations d'élus s'étaient exprimées à ce sujet-là, ne répondaient pas aux enjeux tels que vous les avez évoqués. C'est la raison pour laquelle nous en sommes aujourd'hui dans la situation. Alors il est évident que dans l'intervalle, il ne nous fallait pas pénaliser les collectivités. C'est la raison pour laquelle nous avons voté d'une loi spéciale qui permette, dans l'attente du vote du budget 2025, à ce qu'il y ait de la continuité budgétaire. Et je m'étais attaché à l'Assemblée, en tout cas, même si on m'a expliqué que cet amendement n'était pas d'une grande utilité, en tout cas de sécuriser le fait que les collectivités auraient l'assurance du versement des dotations dans l'intervalle en attendant le vote du budget. Une fois que l'on a dit cela, actuellement, nous bataillons. Alors la bataille se fait actuellement au Sénat. Nous serons très attentifs aux dispositions retenues dans le cadre de la CMP, à ce que toutes les mesures que nous avons combattues, c'est-à-dire cette injustice, rendre responsables les collectivités à ce point du déficit de l'État ne nous paraissait pas acceptable. On pourra revenir sur le débat. Et ce que nous recherchons, c'est effectivement d'amoindrir ce qu'avait proposé le gouvernement Barnier, ce que va au travers des propositions du gouvernement Bayrou, pour mieux tenir compte du contexte dans lequel sont nos collectivités, et notamment dans cette période particulière qui est que nous sommes à 1 an et demi de l'échéance des élections municipales, et donc de ce qui en découlera au niveau des intercos pour ce qui concerne les intercos en 2026. Très bien, merci. Alors, sur les différentes mesures du PLF initial et celles qui se sont ajoutées au fur et à mesure, le fonds de mise en réserve notamment, le gel de la TVA, l'abaissement du taux de remboursement du FCTVA, mais qui semblerait soit définitivement mis de côté, mais aussi la hausse de cotisation à la CRNACL dans le PLFSS. Peut-être un tour de parole de chacune sur ces différentes mesures. Peut-être vous d'abord, Sébastien Miossec. Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux également. Stéphane l'évoquait à l'instant et Yann aussi dans son introduction. On a vécu une préparation budgétaire tout à fait particulière, donc avec les quelques autres collègues d'Intercommunalité de France qui participent aux travaux préparateurs aux lois de finances chaque année depuis quelques années. On a vécu un moment particulier qui est lié, ça a été dit, la dissolution et tout le calendrier qui a suivi, j'y reviens pas, ça a été redit. Mais c'est important de le revoir en tête, et notamment dans l'arrivée, l'émergence des propositions qui ont été faites dans le PLF donc tout début octobre dernier, notamment avec des mesures qui ont tout de suite mis les associations d'élus vent debout, la ponction, prélèvement sur nos recettes sous une forme qui a tout de suite choqué l'ensemble des parties prenantes, notamment le fait qu'on tapait les gros par principe, comme si les gros par principe étaient riches et les petits par principe étaient pauvres, avec ce seuil de 40 millions. Donc, avec ce qui était assez étonnant, parce qu'on a quand même eu des moments de dialogue à l'automne, une forme assumée de dire c'est violent, c'est brutal, mais notre seul impératif, c'est de baisser le pourcentage de PIB, de déficit public de l'État, et donc il faut sabrer, avec tout ce que ça voulait dire dans les alertes qu'on a pu remonter sur l'investissement public local. L'autre point qui aussi était assez choquant sur ses fondements, c'est le gel de la TVA. On nous a transmis de la TVA il y a très peu de temps. Ça se compte en années sur les doigts d'une main et moins que les doigts d'une main, en nous disant vous perdez l'autonomie fiscale avec la taxe d'habitation, vous perdez un lien local avec la CVAE, mais c'est pas grave, vous allez avoir une recette fiscale qui est dynamique, qui est beaucoup mieux finalement que tout ce que vous aviez auparavant. Et patatras, très vite derrière, on nous dit non, en fait, cette dynamique de fiscalité, on va la garder pour nous parce qu'on n'a plus les moyens de vous la redonner. Donc ces deux illustrations
comme dans un autre registre, mais qui est finalement le plus impactant financièrement la hausse des taux de CNRACL, c'est une addition en milliards d'euros pour les collectivités qui est bien au-delà des 5 milliards qui avaient été initialement donnés, dans un moment où, même si l'inflation a diminué, on l'a vu sur les graphiques un instant, l'inflation reste là, et donc 0% de croissance de nos produits quand on avait 0,5 d'inflation, bon, c'était presque étal. Quand on est aujourd'hui à 1,5, 2, alors certes c'est moins que 5-6 il y a 2-3 ans, mais ça reste 2%, et sur un budget comme mon interco d'une centaine de millions d'euros, 2% d'inflation, ça commence à se voir. Vous, Isabelle Devazier, dans votre collectivité, quel a été l'impact Alors, nous, l'impact était... Alors, vous n'êtes pas éligible au fonds de mise en réserve, par exemple. Hein. Comment ? Le fonds de mise en réserve qui avait été mis initialement, vous n'étiez pas éligible. Vous avez moins de 40 millions. Voilà, on n'était pas éligible, mais il y avait quand même tout ce qui a été voilà, expliqué. Et donc, il y avait des cartes qui avaient été très bien faites, d'ailleurs, par Intercommunalité de France. Et nous, on avait fait nos calculs aussi. On tombait exactement sur les mêmes chiffres. C'était 600 000 euros sur un budget de fonctionnement de 30 millions. Donc, nous, on vote d'habitude nos budgets en décembre. La première démarche, c'est quand on a repoussé jusqu'au mois d'avril, enfin fin mars. On va la voter fin mars. Et du coup, on s'est dit, on va prendre ce temps-là pour essayer d'analyser toutes nos dépenses publiques et de vraiment quantifier le coût de chaque politique. Et on a réuni des intercommissions. Au lieu de travailler commission par commission, on a fait des intercommissions qui a permis d'avoir plus de monde et aussi plus de réactivité sur nos projets. Donc, en fait, on est parti sur une énorme analyse, service par service, du coût des services, de ce qu'on retransmettait, ce qu'on traduisait en produits de service, mais en fait, qu'est-ce qui était à la charge de la collectivité. Et donc, on est en plein dans ce travail d'analyse où on leur demande de faire des économies. Pour l'instant, en fait, c'est très difficile de faire des économies comme ça. Peu de choses apparaissent. Donc, je pense qu'on va arriver sur quelque chose où on va plutôt proposer un chiffre à chaque service et on va leur dire de rester on pense, dans le CFU 2024. Très bien. C'est plus facile pour eux. Et vous, Monsieur Terrien, à Valence, c'était quoi l'impact des mesures du PLF Juste avant de parler de Valence, parce que Madame la vice-présidente a déjà un peu répondu. On a tous commencé à regarder nos dépenses et la conclusion que nous avons et qu'ont nos élus, c'est que c'est pas le bon moment, en fait, à 1 an et demi de la fin du mandat, de remettre sur l'ouvrage un projet de territoire et toutes ses conséquences financières. On ne peut pas, 1 an après avoir annoncé un plan de petite enfance, revenir tout de suite en arrière sans même avoir commencé. Mais je voulais rebondir sur ce qui a été dit avant, parce qu'en fait, le choc qu'on voit, c'est le choc de cette début de décennie. C'est-à-dire que Sébastien Miossec l'a rappelé, on est quand même sur 5 années où on a perdu la taxe d'habitation qui était importante pour les intercommunalités. Et puis, il n'y a plus de fiscalité économique vraiment de manière importante. Et ça, c'est un double choc. Il y a le choc fiscal, mais il y a le choc culturel. Nos intercos, elles se sont beaucoup constituées en fiscalité professionnelle unique. Et aujourd'hui, avec ce qui reste comme lien fiscal, on se retrouve finalement avec des produits qui sont, enfin en tout cas chez nous, mais ce n'est pas une exception, en termes de fiscalité, la fiscalité d'État, la TVA, c'est 50% de nos produits. Donc ça veut dire qu'on a substitué un risque local à un risque institutionnel. Et quand on élargit et qu'on prend la partie dotation dans nos recettes, c'est les 2/3 des recettes de notre collectivité. Donc, la loi de finances, eh bien, on est dépendant aux 2/3 de ce qui se décide en loi de finances. Et pour finir sur un autre rebond sur ce que disait Sébastien Miossec par rapport à la TVA. Le fait de geler la TVA, si on l'analyse par rapport à la logique de l'État, aujourd'hui, on a un problème avec cette recette qu'on a trouvée, et on en a débattu en commission des finances d'Interco de France, c'est qu'on nous donne un prévisionnel, et puis à la fin de l'année, on a un autre produit. Et il y a une forte incertitude. Et en fait, geler sur une année, c'était sans doute nécessaire pour revenir à
on regarde le constaté de N-1 pour avoir un produit certain. La seule chose, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas la bonne année. Parce que cette année, on a une très forte régularisation négative sur 2024 de la TVA. On est sur un montant de 1,9 milliard au global. C'est-à-dire que finalement, notre prévision de TVA de 2025, elle est inférieure à celle de 2024. C'est-à-dire que c'est plus qu'un gel en termes de bouclage budgétaire. C'est une bonne idée de geler la TVA. Il fallait revenir à la contemporanéisation de la TVA, mais sur une année où on avait 9%. C'est l'année où on a eu un bond de TVA énorme à 9%, qu'il fallait dire l'année suivante on gèle, parce que finalement c'était pas grave, on revenait sur 2 ans sur quelque chose d'énorme. Mais là, cette année où on a une très forte régularisation négative, eh bien on a vraiment un choc de recettes. Donc voilà pour ce qui nous concerne. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur la TVA La bonne idée technique, elle est, les conséquences financières, elles sont ce que Pierre Mathieu a dit. Mais de fait, oui, c'est la volonté de contemporanéité, excusez-moi, de dire on vous verse en cours d'année avec des régularisations. Initialement, on va dire que ça partait d'un bon sentiment, de dire on va être intéressé au plus près de la dynamique des recettes de TVA de la nation. Mais en effet, vu les crises et les soubresauts des années passées, on est plutôt sur des régulations négatives, et particulièrement en 2024. Donc le gel, s'il devait avoir un seul intérêt, c'est en effet ça, c'est de se dire en 2025, en souhaitant que ce gel ne soit que d'une année, s'il est concrétisé définitivement dans la loi de finances, qu'en 2026, du coup, on perçoive de la TVA certaine et sans incertitude en cours d'année, qui est quand même une difficulté supplémentaire dans l'établissement de nos budgets qui est déjà compliqué. Peut-être, tant que j'ai le micro, on a parlé quand même des mois passés. Stéphane Delautrette a évoqué les jours qui viennent. On est encore dans une forte incertitude. Certes, le gouvernement est reparti d'une copie qui était celle du Sénat, mais les mécanismes qui restent à passer, la CMP, et puis a priori le souhait du gouvernement de proposer le texte issu de la CMP en 49.3 peut encore réserver bien des surprises, et on n'est pas sûr, loin de là, d'avoir un budget et des visibilités claires sur l'impact sur nos finances. Donc, je ne suis pas parlementaire, Stéphane Lay peut me corriger si je dis une bêtise, mais l'enjeu, c'est d'abord de voir aussi comment les différents groupes au Parlement arrivent à confirmer les négociations, les accords qui ont pu être noués, notamment ces tout derniers jours, à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre. Oui, je te rejoins, Sébastien. Effectivement, tout va résider dans la tenue des engagements du gouvernement dans les négociations diverses qu'il y a pu y avoir. Maintenant, il y a une chose sur laquelle il faudra qu'on soit extrêmement vigilant, parce que sous le gouvernement Barnier, il était annoncé 5 milliards de recherche d'économie sur, entre guillemets, le dos des collectivités. La réalité des 5 milliards, c'est que ce n'était pas 5, mais c'est que c'était 10. Il y avait une bataille de chiffres quand même. Mais non, mais la bataille des chiffres, c'est par addition. Si l'on additionne les 5 milliards de ponctions directes entre les mesures TVA, FCTVA, CNRACL, etc., mais aussi auxquelles il faut additionner les baisses de financement, je pense notamment au fonds vert, je pense au financement de certains opérateurs comme l'ADEME, qui accompagne de nombreux projets sur la transition énergétique, écologique des collectivités, etc., on arrivait assez facilement aux 10 milliards. La question qui va se poser, donc là, il nous est dit les 5, ce ne seront plus que 3 ou 2. La question, c'est la réalité. Est-ce que ça ne va pas être par addition, parce qu'on n'a pas encore la vision claire de la réduction des budgets sur certains sujets plus spécifiques? Est-ce qu'au final, on ne va pas rester sur les 5-6 milliards qui vont impacter les collectivités? Donc, c'est des points sur lesquels nous sommes extrêmement prudents. Moi, il y a un point qui m'interpelle tout particulièrement. D'abord, c'est l'impact mesure CNRACL. Donc, de ce qui probablement va rester en CMP, c'est que l'augmentation de cotisation CNRACL, non pas être lissée sur 3 ans, sera lissée sur 4 ans. Quoi qu'il en soit, l'impact dès le budget 2025 sur les collectivités, et là va toucher toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, va être extrêmement important. Et la question que je me pose, c'est l'impact de cette mesure dans le temps, parce que aujourd'hui, j'ai été élu, donc la question qui va se poser, c'est que quand part un fonctionnaire avec le niveau de cotisation CNRACL qu'il va y avoir et qui va continuer à augmenter,
question va se poser de savoir si les collectivités ne vont pas privilégier le recrutement contractuel. Le recrutement contractuel qui fait de la cotisation pour le régime Ircantec, donc qui va continuer à creuser le possible déficit du régime CNRACL. Donc vous voyez, il y a aussi les conséquences à moyen et long terme des mesures sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Les autres sujets, c'est sur la question du FCTVA, il semble que le sujet soit réglé. Il n'y aura pas ni de baisse du taux, ni de révision de l'assiette, en cherchant à ressortir de l'assiette du FCTVA, notamment les dépenses de fonctionnement qui avaient été rendues éligibles et qu'il me semble nécessaire de maintenir. Ça, normalement, ce sujet-là est réglé. Sur la question de la dynamique TVA, là, c'est un engagement non tenu de l'État et qui prive les collectivités d'une forme de recette dynamique qui était la contrepartie à la suppression d'une fiscalité locale qui était perçue directement par les collectivités. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va continuer à batailler. Alors j'entends la mécanique et il y a une chose intéressante peut-être à régulariser certaines choses, mais quoi qu'il en soit, avec les propos précédents, parce qu'il ne faut pas oublier que les collectivités ont des dépenses qui sont naturellement en augmentation. Donc tout ce qui consiste, ne serait-ce qu'à figer les choses, de toute façon, contribue à dégrader la capacité de financement de nos collectivités. Il y a eu l'augmentation du point d'indice. Moi, je l'ai défendu, mais se pose la question de la capacité des collectivités à pouvoir le financer. Il y a l'inflation, etc., etc. Et la nécessité d'investir sur des sujets pour relever les enjeux de demain et qui étaient dans les programmes des collectivités. Je pense tout particulièrement à la transition énergétique où il y a un besoin d'investissement supplémentaire. Or, aujourd'hui, aucun signal positif, si ce n'est un signal négatif, qui consisterait à décourager les collectivités à investir à un moment où il y a un besoin d'investissement. Et vous évoquiez la question des crèches. Par exemple, voilà, on ne peut pas lancer un grand plan crèche et au moment où il faut le mettre en œuvre, priver les collectivités des moyens qui leur permettraient d'investir. Tant que vous avez la parole, juste sur le calendrier parlementaire, comment est-ce que vous avez pris en compte le fait que les collectivités doivent faire voter leur budget et tous les retards qui se sont accumulés? Est-ce que ça a été une donnée qui est rentrée en compte ou qui rentre en compte aujourd'hui dans l'élaboration du PLF? En tout cas, pour ma part, oui, je pense qu'il nous faut donner de la visibilité aux collectivités, qu'il va falloir arriver à ce qu'il y ait un budget. Moi, ça me semble essentiel. Je pense sincèrement que ce budget ne sera de nature à ne satisfaire personne, mais la question va être de trouver le juste équilibre qui va faire en sorte qu'il puisse être adopté, parce qu'il nous faut un budget pour les collectivités, mais pas seulement pour les collectivités. Maintenant, vigilance au gouvernement à entendre aussi les messages qui sont envoyés par les parlementaires. Vous savez, sur le PLF, la proposition précédente, moi j'ai quand même souhaité lancer une mission à la délégation aux collectivités sur 3 des mesures, CNRACL, FCTVA et TVA, et le fonds de réserve, dont je ne sais plus comment il faut l'appeler. Aujourd'hui, c'est fonds de lissage conjoncturel des recettes. Voilà. Et je peux vous assurer que la délégation a émis un avis unanime sur chacune des mesures et qui, là, pour le coup, a montré qu'il n'y avait pas de clivage partisan sur les mesures proposées, mais au contraire, une convergence des positions. Donc ça, c'est un message que doit entendre le gouvernement dans les négociations à venir et dans ce qui va se passer en CMP. Réagir sur ce que disait Stéphane à l'instant, sur 2 choses. Il y a encore des choses qui sont vraiment presque inconnues dans la façon dont ça pourra atterrir dans les textes qui vont être la CMP, elle est prévue dans quelques jours, hein, donc c'est très court terme. Il y a un sujet sur le versement mobilité, c'est un vrai sujet pour les intercommunalités, puisque dans le dialogue avec le gouvernement précédent, les régions notamment ont obtenu un certain nombre de bougées sur ce sujet-là, mais le versement mobilité, c'est une recette aussi extrêmement importante des intercommunalités engagées dans les politiques de mobilité. Donc là-dessus, c'est un sujet dont j'espère pourra bouger, mais en même temps, il faudra qu'on puisse ne pas inscrire n'importe quoi dans la loi et s'assurer que ça n'ait pas des effets collatéraux importants pour nos intercommunalités. C'est, je redis, une recette importante qui, pour un certain nombre de territoires, déjà largement sollicités pour financer nos politiques de mobilité. On sait les enjeux qui sont devant nous et il ne faut pas qu'il y ait une forme de concurrence entre les régions et les intercos sur ce panier de recettes dont on sait que les acteurs patronaux, après avoir eu
la tête de la CVE, essaieront peut-être d'avoir celle du versement mobilité. Un autre sujet, c'est le financement des transitions écologiques et environnementales. Stéphane l'a évoqué, avec ce qui pourrait arriver par ailleurs, c'est-à-dire pas forcément dans les mesures directes liées aux collectivités, mais dans tous nos opérateurs, et ils sont nombreux, sur lesquels on voit qu'il y a quand même une cible quand même dans le dos de beaucoup d'opérateurs, et tout ça peut se traduire en centaines de millions d'euros de moyens d'action pour nos intercos. Et puis peut-être un mot de méthode tant que j'ai le micro. Donc on voit qu'on finira de toute façon cet épisode du PLF 2025, quelle que soit la date finale d'adoption du budget, au bout d'une façon de faire chaotique, très chaotique. Donc il faut souhaiter que la préparation du PLF 2026 puisse se faire dans des conditions bien meilleures, qu'on acte le fait que le Parlement a aujourd'hui un rôle encore plus crucial qu'avant, que les accords doivent être faits là. Donc Interco de France avait l'habitude de solliciter les parlementaires dès l'été, voire même avant l'été, pour échanger avec eux sur les perspectives, avoir les mêmes échanges avec les membres du gouvernement. Et donc j'exprime le vœu en ce mois de janvier qu'on puisse, dès le printemps et l'été prochain, plus sereinement que les mois passés, à établir un projet de budget qui sera juste avant les municipales, qui doit aussi rassurer les élus qui se représenteront au printemps 2026 pour construire une action locale dont on sait qu'elle est déterminante pour la nation, mais qu'on puisse la construire de façon plus sereine qu'on l'a fait les années passées. Merci. Sur la transition écologique, on en parlera notamment cet après-midi aussi sur le prochain mandat intercommunal. Quelle est la position d'Interco de France sur le nouveau dispositif justement de lissage des recettes qui doit là permettre d'économiser 1 milliard d'euros à l'État et qui est réparti sur à peu près 2000 collectivités, d'après le sénateur Stéphane Sautarel qui a déposé l'amendement au Sénat? Alors, c'est toujours le verre à moitié vide, à moitié plein. Vu d'où on partait, on peut se satisfaire que la copie actuellement en cours est moins brutale, plus juste ou moins injuste, je ne sais pas comment il faut le dire, que la version initiale. En dépassant cette question d'un seuil où on est riche et gros, enfin gros et riche et petit et pauvre, en prenant davantage en considération un indicateur de richesse relative des uns vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est une avancée. Le montant global qui est plus faible, c'est aussi une avancée, mais malgré tout, ce milliard d'euros, il va rester un prélèvement auprès d'un certain nombre de collectivités. On plaide pour que ça puisse rester dans les comptes des collectivités, que ça ne vienne pas à abonder un fonds national. Madame la DGC, elle est dans la salle, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais dont on a pu voir dans le passé que quand ça partait dans un fonds national, on n'était pas toujours sûr que ça revenait. Donc aussi bien, on est aussi content que ça reste dans nos comptes, surtout que ce qui semble être en accord au Parlement, c'est de dire ce montant-là, il sera rétrocédé aux collectivités concernées, pour l'essentiel en tout cas, dans quelques années. Donc autant qu'on le garde dans nos comptes, et on saura le garder au chaud le temps qu'il faut. Voilà. Donc ce genre d'éléments serait de nature à nous rassurer dans l'atterrissage, même si, je redis, cette ponction d'1 milliard d'euros, elle est loin d'être marginale, et elle sera impactante pour les collectivités qui seront concernées. Mais Interco de France a cette tradition d'être constructif, donc on souhaite que le Parlement continue dans ce chemin-là, mon cher Stéphane, mais je sais que le groupe auquel tu appartiens a fait sa part. Mais voilà, on doit aussi, pas juste s'opposer, mais essayer d'obtenir un certain nombre de victoires quand on peut en obtenir. Pierre-Mathieu Terrien, peut-être à Valence, vous êtes concerné par ce nouveau fonds Oui, et on le serait beaucoup moins par le fonds ruralité par le Sénat. Je voulais simplement revenir sur un petit point là qui a été évoqué par vous deux. En fait, le problème, c'est l'incertitude sur le prochain mandat. Parce que là, on a un choc, mais c'est surtout un choc d'incertitude pour ce qui vient. Quand on parlait de la CNRACL tout à l'heure, se dire que ce soit sur 3 ou 4 ans, mais ça veut dire que schématiquement, on parle généralement du glissement vieillesse-technicité, hein, c'est ce que va coûter à isopérimètre des effectifs la masse salariale. Et on dit généralement c'est entre 2 et 2,5% en fonction de la pyramide des âges des collectivités. Et là, en fait, on va prendre 1,5% en plus. Donc ça veut dire que les masses salariales des collectivités, c'est entre 3,5 et 4 sur une perspective de 3 à 4 ans. Et ça, c'est quand même un sacré choc. Et ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux non-titulaires, enfin aux contractuels, aux non-statutaires, c'est déjà un phénomène qu'on constatait,
puisque j'ai souvenir, je crois que c'est l'OFGL qui avait fait un petit graphique sur l'évolution et le poids des évolutions dans les dépenses, et on voyait que ce qui tirait vers le haut les dépenses, c'était les non-titulaires ces dernières années. Donc on risque d'avoir un raffermissement là-dessus. Et pour finir sur l'aspect choc sur le prochain mandat, quelles que soient les mesures, hein, que ce soit le gel de la TVA ou les mesures sur le fonds de précaution, de réserve ou je ne sais quoi, il y a un effet boule de neige par les agences, mais aussi par les grosses collectivités. Les régions auront moins de moyens à donner aux territoires qui viennent en bout de course pour porter l'essentiel de l'investissement. Donc il y a quand même de fortes craintes à avoir. Et on parlait de mars ou décembre. Ce qui me pose vraiment question, c'est comment on va travailler le projet de territoire et le PPI du prochain mandat dans nos territoires. Et justement, sur le PPI, je voudrais rebondir là-dessus parce que nous, on essaye effectivement de faire des économies sur notre fonctionnement pour pouvoir financer notre PPI, qu'on va être obligé de retravailler et dont l'incertitude est terrible par rapport aux dotations, notamment des CIL, des ETR, qui sont des... Moi, je suis dans une communauté de communes extrêmement rurale. Hein. Il y a 119 communes. Les plus grosses sont 2500 habitants. Nous, c'est vraiment quelque chose de très spécial comme communauté de communes, et notre PPI, on a besoin des aides des collectivités. Alors, comme vous l'avez dit, la région, ça va diminuer. Au département, on essaye encore d'aider les communes, mais beaucoup de départements ont arrêté d'aider les communes. Et là, toutes les aides de l'État, pour l'instant, c'est un flou complet. Donc, on ne sait pas très bien où on va. Mais nous, notre objectif, c'est dégageons par des mesures d'économie de fonctionnement de la CAF pour pouvoir financer nos investissements. Mais on va quand même être obligé de le retravailler, notre PPI. Merci, on va voir ça juste après. On va continuer la discussion sur les budgets locaux. Vous voulez faire une dernière intervention? Peut-être on va prendre 10 minutes de questions déjà, 5-10 minutes s'il y a des questions dans la salle sur le PLF, toutes les mesures qui ont pu être prises, ou même des interventions sur votre impact, des mesures budgétaires à date. Il y a un micro aussi qui circule dans la salle. 2 micros. Là à gauche. Oui, Luc Et présentez-vous comme ça. Luc Vémel, Association des maires ruraux de France. Sur la CNRACL, le fameux taux d'augmentation, j'avais cru comprendre seulement un décret était suffisant pour fixer le nouveau taux pour cette année. Je me trompe, tout ça pour dire que c'est décorrélé quelque part de la loi de finances. A priori, c'est ce que salut Luc, hein. C'est ce que j'ai compris aussi. Mais de fait, le renvoi à la loi de finances, c'est au moins un renvoi politique. C'est-à-dire qu'à un moment, le dialogue entre les parlementaires et le gouvernement, il porte aussi sur le fait qu'un certain nombre de décisions gouvernementales pèsent sur les budgets locaux. Et quand on parle de la CNRACL, c'est 1 milliard et quelques de mémoire le cumul, l'impact 2025 sur le bloc local. Donc on parle de sommes extrêmement conséquentes qui, semble-t-il, sont bien prises par seul décret. Et notre spécialiste CNRACL est là, mon cher Thomas, c'est ça? Tu opines du chef? Et donc c'est pour ça que ça entre totalement dans le débat du budget, de mon point de vue en tout cas. C'est surtout que dans le débat du budget, alors déjà c'est du budget PLFSS, mesure CNRACL. Après, dans le débat, c'est sur la pluriannualité de la mesure et la manière dont elle pourrait s'étaler, alors qu'après, elle se règle par la voie réglementaire. Ça, c'est un autre sujet, mais je vois notre DGCL qui disait que oui, donc c'est bien par décret. Pour autant, que ce débat ait lieu dans le cadre du débat budgétaire, moi, ça me paraît essentiel. Ce que je voulais rajouter quand même, c'est qu'en tout cas, pour ce qui concerne la délégation aux collectivités à l'Assemblée, il nous semble que sur ce sujet de la CNRACL, on est loin d'avoir suffisamment creusé le sujet et investigué toutes les pistes qui permettraient d'assurer à terme la viabilité du modèle. Donc il est fort probable que nous conduisions des travaux à la délégation spécifiques sur le sujet CNRACL, qui ne vont rien changer aux mesures sur le budget 2025, mais qui permettront peut-être de revenir dans la manière dont les choses pourraient se projeter dans le temps, avec cette idée qu'il faut donner de la visibilité
aux collectivités. Et sur cette question de la visibilité, moi je fais comme vous tous, c'est que je pense, enfin en tout cas, moi c'est les travaux que je conduirai à la délégation pour que très rapidement nous inscrivions dans un cycle de travail qui permette de préparer d'ores et déjà et très rapidement les prévisions, les discussions de budget pour 2026, mais au-delà aussi, parce qu'il y a un certain nombre de sujets et de chantiers qui méritent d'être rouverts sur la question du financement de nos collectivités. Merci. Il y a Thomas Fromentin, qui est, alors je n'ai pas la fonction exacte au bureau d'Interco de France, vice-président en charge des ressources humaines. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Thomas Fromentin, je suis président de l'Aglo-Foiverie en Ariège et vice-président aux ressources humaines au sein de l'Intercommunalité de France. Et effectivement, au sein de la coordination des employeurs territoriaux, ça fait plusieurs mois que nous alertons sur cette problématique de la CNRACL. Peut-être il faut refaire quand même un historique, mais je vais le faire très très rapidement. C'est que la CNRACL assure la compensation démographique des autres caisses déficitaires depuis quasiment une cinquantaine d'années. On calcule que c'est entre 80 et 100 milliards d'euros de compensation qui ont été réalisés, sauf que par une mécanique, on va dire, démographique, comme il y a eu beaucoup de départs en retraite de fonctionnaires et beaucoup moins au sein des différentes structures qui peuvent les employer, il y a un déficit qui s'est creusé progressivement. Ce déficit se creuse progressivement sur ces raisons démographiques, mais la CNRACL continue de contribuer à la compensation démographique. Cherchez l'erreur, quand même. Et donc, du coup, depuis plusieurs mois, on entend la possibilité d'augmenter les niveaux de cotisation. Pendant un premier temps, c'était en gros 4 points sur 3 années. Il semblerait cette fois-ci que ce soit sur 4 années, mais avec, j'y insiste, c'est 3 points sur 4 années, mais il semblerait que ce soit bien 4 points la première année. Pourquoi ? Parce que l'ancienne Premier ministre s'était engagé à compenser le point supplémentaire lié à la réforme des retraites, et le Premier ministre Barnier, et il semblerait le Premier ministre Bayrou, reviendrait sur cette promesse de l'ancienne Première ministre, et donc ça viendrait à 4 points. C'est effectivement des sommes qui sont tout à fait conséquentes pour les collectivités, qui vont toucher, je rejoins le collègue, la totalité des collectivités, de la plus petite commune à la plus grande, forcément, à partir du moment où on a des fonctionnaires. Et au sein d'Interco de France, mais également au sein de la CET, nous appelons depuis des mois, dans un certain silence, on va dire, au fait de se mettre autour de la table pour construire les conditions d'un financement pérenne de la CNRACL et ne pas le voir uniquement dans la logique budgétaire. Sur ce sujet-là, alors je sais que tout est urgent en ce moment, mais sur ce sujet-là, il y a un certain degré d'urgence. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres questions dans la salle ? Oui. Une intervention, Jérôme Sourisseau, le président de l'agglomération de Grand Cognac. On a toujours tendance à gérer ces sujets-là, je trouve, dans du plus, c'est-à-dire que ça a été évoqué par le collègue, quand dans nos budgets, on doit trouver un équilibre, on regarde ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut un peu diminuer pour essayer d'éviter d'augmenter je ne sais quel impôt, quel autre mode de contribution. Moi, il y a toujours deux sujets qui m'interpellent, qui ne sont pas remis en question. C'est que quand on s'intéresse notamment au volet CNFPT, entre le montant de prélèvement que nous avons au niveau des charges et les formations réellement suivies par nos agents, le différentiel est souvent à la faveur de CNFPT. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution d'abord sur des formations de logiciels métiers très spécifiques qui deviennent payantes et qui ne peuvent pas être assurées par le CNFPT. On a un ensemble comme ça de champs sur des sujets très pointus où le CNFPT, qui a des qualités par ailleurs, n'est pas forcément au rendez-vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de proposer de diminuer face à cette situation financière compliquée pour atténuer l'augmentation de la cotisation CNACL, de diminuer la contribution au CNFPT. Il y a un autre sujet aussi qui m'interpelle. On a, dans une volonté très noble, il y a quelques années, fait un prélèvement sur les indemnités des élus pour abonder un fonds de formation. Il se trouve que malheureusement, et c'est un autre débat, ce fonds n'est pas du tout, très peu sollicité par rapport à la contribution qui a été prise. Donc c'est une masse financière aujourd'hui qui a été prélevée
indirectement dans les budgets des intercommunalités ou des communes, des collectivités en général, et qui finalement est très peu utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi là de travailler pour faire des transferts, pour essayer d'atténuer l'impact négatif qu'on a sur nos contributions générales, quoi. Quelqu'un veut réagir? Pas d'avis particulier, un sujet qu'on peut travailler, Jérôme. Même s'il me semble assez marginal par rapport aux enjeux en milliards ou dizaines de milliards d'euros, mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Après, il ne faut pas qu'on casse ces outils historiques et l'enjeu de formation de nos agents, des élus aussi, comme tu l'évoques, me paraît assez stratégique, notamment au vu à la fois du renouvellement très fort des élus, et on verra en 2026 ce qu'il en est. Donc il faut souhaiter que ces moyens soient mis au service des nouveaux élus pour se former. Mais c'est la même chose pour nos agents, où on voit une évolution très rapide des métiers, et les besoins de formation, à mon sens, sont très importants aussi. Donc certes, on peut travailler le sujet en se disant il y a peut-être des marges, sur ces budgets-là pour retrouver des marges dans nos collectivités. Je pense qu'un des enjeux aussi, c'est comment on mobilise les fonds qui sont mis sur la table à travers notamment le CNFPT pour servir le besoin très important d'évolution professionnelle de nos agents publics. Oui, Isabelle Devassier. Juste rejoindre notre collègue sur le fait de l'inadéquation souvent entre les formations proposées par le CNFPT et les besoins de nos collectivités, et qui font qu'on est obligé de passer par d'autres structures, et qu'effectivement, si je rejoins, on est un peu déçu par ce qui est proposé par la CNFPT. Stéphane Delettrette, peut-être? Oui, pour peut-être revenir à la question vraiment du sujet de s'assurer de la pérennité du financement CNRACL. Je vais redire ce que je disais. Je rejoins ce que disait le collègue tout à l'heure, à savoir qu'il y a un chantier à ouvrir qui revient d'abord sur l'historique de ce qui a prélevé, de la contribution qu'a apporté le régime CNRACL aux autres fonds de financement de retraite. C'est un vrai sujet. Moi, je pense que ce chantier, il faut le rouvrir pour envisager toutes les pistes qui s'offrent à nous et qui ne peuvent pas résider uniquement par l'augmentation du taux. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de rapports qui méritent d'être remis en discussion, desquels il faut s'inspirer pour lui donner une meilleure visibilité. En tout cas, moi, c'est un chantier que j'aimerais ouvrir assez rapidement. Merci. On va passer sur une deuxième partie sur les... Ah, dernière question? Très bien. Oui, bonjour, Philippe Leray, président de la communauté de communes Auray-Quiberon, en Bretagne. Le thème, c'est de faire face au choc. Là, on est déjà en train d'essayer de trouver des petites solutions. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les élus locaux, on ait le courage d'être un peu plus toniques dans nos revendications. Il serait intéressant qu'on retrouve les parlementaires qui ont aidé au détricotage de la fiscalité locale, où, on le disait tout à l'heure, on a quasiment orsolisé les collectivités, les communes, les intercos depuis des années, sans parler de la région ou du département qui ont souvent des financements pour financer des compétences qu'à moitié, ils se retrouvent eux-mêmes en difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais 2025, ça va être compliqué, mais on sent que 2026, ça risque d'être pire. On voit la crise du logement, on va enchaîner certainement derrière avec une crise de la commande publique. Alors moi, je suis, j'allais dire, extrêmement surpris qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus locaux, et ça fait 30 ans cette année que je suis élu local, donc je commence à connaître un petit peu la musique, on n'est absolument pas prêt à préparer la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut donner des perspectives aux sortants, mais surtout aux futurs candidats sur nos territoires. Je pense que quelles que soient les crises gouvernementales, on a collectionné le nombre de premiers ministres depuis un certain temps. Enfin, toutes ces analyses-là, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais j'attends plus grand-chose des gouvernements qui vont succéder les uns après les autres. J'attends absolument plus rien des parlementaires depuis bien longtemps. La preuve, on est déjà en train de discuter de petites solutions de bricolage. On a signé en grande pompe les accords avec l'État, les fameuses CRTE, dont on a même quasiment oublié l'acronyme. On s'est mis en phase avec la NCT pour porter Petite Ville de Demain, etc. etc. Enfin, plus ça va, plus on est en train de colmater les brèches au niveau local. Donc,
Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Donc, le choc 2025, on va préparer le suite 2026. Est-ce qu'il n'est pas urgent que les organisations d'élus locaux se disent, ben voilà, nous, comment on envisage demain les territoires? La France, c'est une somme de territoires. L'endettement des territoires est relativement faible par rapport à l'endettement de notre pays. Et peut-être pousser l'État à rester dans ces domaines de compétences et qui ne vient plus distribuer de la DETR, distribuer quelques enveloppes de temps en temps, il prend d'une main, il rend de l'autre. Alors, je trouve ce système relativement malsain. Voilà, ça met peut-être un peu de froid dans cette salle qui est un peu frigorifiée, là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le dire. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas l'objet des budgets intercommunaux. En tout cas, moi, je réunis tous les maires la semaine prochaine. On va essayer de donner de l'espoir à toutes les communes. Tous les maires me disent aujourd'hui, le département a arrêté de financer, la région a dit non pratiquement à tout. Ils vont bloquer quasiment l'investissement dans chacune des communes. Bah, l'heure est grave, hein, c'est plus qu'un choc. Je pense qu'il faut préparer une révolution. Voilà. Je suis candidat à rien. Hein. On va parler des budgets donc 25 et 26, la fin du mandat, mais peut-être une interpellation directe. Sur l'état d'esprit, cher Philippe, comme on se connaît très bien, je ne suis pas surpris de ce que tu dis. Je me permets de dévoiler à ceux qui ne le savaient pas que tu as été parlementaire, donc tu sais un peu de quoi tu parles aussi après quelques années à l'Assemblée nationale. Enfin, à titre personnel, et je pense qu'on a un certain nombre à partager ça, on peut regretter que le pays soit trop centralisé et ultra centralisé. Et on voit aujourd'hui à quel point notre action publique locale, qui est pourtant massive dans la réalité de la transformation de nos territoires, elle est extrêmement corsetée par un cadre national dont on voit que quand il est en difficulté et en crise, il nous met dans des grandes difficultés, sans compter tout ce qu'on a dit, et je ne redis pas de Pierre Mathieu, Isabelle ou Stéphane ou moi, sur les évolutions passées de la fiscalité et de nos moyens. Donc on peut souhaiter un grand chamboule-tout qui nous redonne des moyens d'agir locaux, avec à la fois donc les dépenses qu'on engage aujourd'hui, notamment l'investissement public local dont chacun a en tête qu'on en fait plus des 2/3 ou près des 3/4, mais aujourd'hui sans avoir les leviers aussi pour ajuster nos moyens d'agir en termes de recettes en face. Après, sur la sorte d'appel que tu lances sur le fait que c'est aux acteurs locaux, aux associations d'élus locaux de faire des propositions, je peux le souhaiter. À titre personnel, je redis tout mon intérêt pour la chose. Reste pour autant que nos associations d'élus, malgré l'équipe formidable qui nous accompagne à Interco-de-France, et c'est le cas dans d'autres associations d'élus, on reste avec des petits moyens. Et donc cette révolution-là, elle peut être portée par les associations d'élus locaux, et notre transversalité, le fait qu'on rassemble au-delà des sensibilités politiques est un atout. Mais avec nos petits bras d'associations d'élus locaux, même si on portait toutes et tous la même proposition, je ne suis pas sûr que ça suffirait à imposer la chose dans le débat. C'est aussi un débat politique, et malheureusement, aux élections nationales récentes, ce n'est pas des grands partis décentralisateurs qui ont forcément eu les meilleurs scores. Je le regrette, hein, je suis adhérent au Parti socialiste, mais ce n'est pas forcément les partis les plus décentralisateurs qui ont fait les meilleurs scores, je le redis, malheureusement. Donc le combat, pour autant, mérite d'être mené, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Stéphane de Letrette, peut-être sur l'interpellation, sur le rôle de député, oui. En ces temps troublés. Ça sera peut-être la différence entre un ancien député et puis un nouveau député qui veut croire encore à la force collective pour faire avancer les choses. Alors bon, j'ai bien conscience, on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, mais il me semble que justement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et face aussi à l'absence peut-être de propositions et de mise en perspective par les gouvernements qui se sont succédés, justement, cette force, il faut qu'on la trouve dans la proposition parlementaire. En tout cas, moi, c'est le sens du travail que j'essaie d'animer au sein de la délégation aux collectivités territoriales, qui, je le rappelle, est la porte d'entrée pour toutes les associations d'élus à l'Assemblée nationale, pour que nous soyons force de proposition au gouvernement, quel qu'il soit, qui que ce soit en place, pour faire infléchir de position. Et je pense que ce qui est évoqué là, des difficultés que vous évoquez les uns les autres et que je partage, nous avons la possibilité, si on adjoint nos forces et qu'on veut bien porter collectivement
ce message-là dans la diversité des uns et des autres, en respectant aussi, parce que quand on dit des associations d'élus, pour en avoir auditionné un certain nombre, toutes ne portent pas le même message. Et à un moment, la difficulté que l'on peut avoir, justement, d'un message uniquement porté par les associations, c'est qu'il n'y a pas toujours convergence des positions. Et le gouvernement, d'ailleurs, certains ministres jouent des fois des divergences de position entre les associations pour éviter d'aller dans telle ou telle direction. Mais moi, je veux croire que nous avons la possibilité, si on veut bien le faire, d'être force de proposition et d'envisager de nouvelles choses, parce que je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a des collectivités qui sont suspendues aux décisions du PLF chaque année, et que ça ne va pas pouvoir durer. C'est qu'à un moment, il va falloir redonner des leviers de financement à la main des collectivités pour assurer le financement de leur projet. On ne peut plus avoir des collectivités, on ne peut pas avoir des collectivités qui, chaque année, sont suspendues à la décision, au vote ou à l'imposition d'un budget au moment du PLF. Bien sûr. On va passer sur une deuxième partie sur les budgets locaux, on en a déjà un petit peu parlé. Je voulais juste savoir, dans la salle, on va diviser en 3 camps. Vous avez parlé des décembristes et des marxistes, Pierre-Mathieu Therrien. Qui est décembriste ici? On va faire qui est décembriste, mais finalement va voter plus tard son budget. Et enfin, qui va voter son budget en février ou en mars, en tout cas avant le 15 avril. Peut-être sur ceux qui ont déjà voté leur budget 2025 dans la salle, levez la main pour voir. Donc on a une dizaine de mains à peu près, même pas. Qui aurait dû voter son budget avant aujourd'hui et va le voter dans les jours à venir ou même avant le 15 avril. Donc on a... vous, c'était le cas, Isabelle Devazier aussi. On a 5-6 mains et ensuite qui va voter... et vote habituellement son budget en fin de période et va l'a pas encore voté. Donc là, on est sur une tendance un tout petit peu plus élevée, une vingtaine de mains. Peut-être Pierre-Mathieu Therrien pour commencer sur le vote que vous avez déjà effectué. Alors, juste avant, pour revenir sur un sujet tout à l'heure qui a été évoqué, quand on parle de la relation avec l'État, on parle de plus en plus de l'outil du contrat. Alors c'est une bonne idée, hein, mais normalement dans un contrat il y a 2 personnes qui dialoguent, pas forcément sur le même plan, mais au moins qui dialoguent. Et quand on parle de CRTE tout à l'heure, je ne reviendrai pas jusqu'à l'histoire des contrats de Cahors, mais souvent en fait les contrats ils sont très déséquilibrés entre collectivités et État, et pour qu'il y ait une relation de confiance, il faut qu'il y ait un contrat équilibré. Mais ça c'était une petite digression par rapport à ce qu'on disait auparavant. En fait, nous, à l'agglomération de Valence et de Romans, nos élus ont décidé de voter quand même en décembre. Pourquoi ? Parce que la spécificité qu'on a dans notre intercommunalité, c'est qu'on a un budget qui est très fortement pluriannualisé. C'est-à-dire on a 90% de notre budget en autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, on va dire qu'il y avait une forme de budget de reconduction. En décembre, la spécificité qu'on a eu, c'est que c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire communautaire chez nous, c'est que on a eu un amendement au budget au moment du vote, parce que quand on a envoyé l'Elias 12 jours avant le vote du budget, c'était avant que le gouvernement ne tombe, et donc au moment où le vote se produisait, il n'existait plus de moyen de voter un fonds de réserve, puisque c'était même plus dans un projet, puisqu'il n'y avait plus de projet en cours de discussion. Donc on a fait en fait ce que Sébastien Miossec appelle de ses voeux. On a fait une provision dans le budget pour pouvoir faire face à ce sujet-là. Quel montant, juste pour savoir C'était quel montant cette provision Nous, c'était 2,6 millions, si on se réfère aux simulations d'Interco de France. Ce qui a mis quand même considérablement sous tension notre budget, hein, mais on s'est dit qu'il valait mieux voter en décembre pour des opérations de continuité. Là où ça change énormément, c'est que en fait, jusqu'alors, voter en décembre, c'était plutôt vertueux. Et finalement, si on est dans cette incertitude-là, eh bien, on va tous être amenés à attendre plutôt mars. Pourquoi ? Aussi pour pouvoir reprendre de manière anticipée nos résultats, dont on aura peut-être besoin pour faire nos équilibres. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, en tout cas pour notre collectivité, mais un grand nombre de collectivités pouvaient se permettre de voter en décembre parce qu'il n'y avait pas besoin
d'attendre les résultats de l'année antérieure pour pouvoir savoir combien on pouvait investir. Et si on en arrive à des incertitudes croissantes, pas forcément dans le schéma de crise actuel, mais avec des mesures et un dialogue parlementaire qui change considérablement la face de ce qui va se voter, eh bien on sera sans doute obligé de tout se décaler. Mais là encore, on en vient au prochain mandat. Et vous donnez donc la possibilité de faire des décisions, modifications, un budget supplémentaire peut-être plus tard. Alors là aussi, c'est ce qui change, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont voté en décembre vont avoir un gros budget supplémentaire puisque toutes les incertitudes seront levées. Et donc c'est aussi ce qui pousse les marxistes à être aujourd'hui en meilleure posture parce que finalement, ils auront moins un budget supplémentaire important, ils auront un vrai acte budgétaire, là où nous aurons vraiment deux budgets. Celui très prévisionnel qui fait continuer les crédits, parce que comme le disait Madame tout à l'heure, faire des remises en cause de dépenses, c'était un petit peu court en 3 mois, et c'est plutôt le boulot du prochain mandat, alors que ceux qui auront voté en mars auront vraiment un seul et même budget sur l'exercice. Vous, Isabelle Devoisier, vous avez donc à Communauté de communes Somme Sud-Ouest, vous avez bougé votre oui, votre on a budget. décalé on avait essayé de décaler un peu, pas aller jusqu'en mars. L'ennui de reprendre les résultats, c'est que ça démotive à faire des économies. Donc on voulait aussi qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait par tous les élus, par les services. Et donc voilà, on a décidé de le voter effectivement avec la reprise des résultats. Mais on voulait que ce travail de sensibilisation aussi, parce que dans ces intercommissions, on va faire une conférence des maires pour que vraiment les gens s'imprègnent des difficultés qu'on a à monter un budget, parce que souvent, enfin chez nous, c'est des maires de très petites communes qui ont des petits budgets et tout leur échappe quelquefois un petit peu sur les difficultés qu'on peut avoir à gérer au niveau d'une collectivité plus importante. Et donc, on voulait être très pédagogique dans les décisions qu'on prenait, qu'il fallait que ça... Et donc, on a ces intercommissions, on a ce travail vraiment important où on a quantifié, par exemple, voilà, on a des bibliothèques, quel est le prix, par exemple, d'un emprunt d'un livre. Voilà, malheureusement, c'est beaucoup. Mais c'est très bien qu'on ait de la lecture. On a aussi de la fiscalité, donc on doit aussi offrir des services. Mais que les gens se rendent compte pourquoi les crèches, on a des crèches qui ont des coûts complètement variables. Donc analyser pourquoi est-ce que tout d'un coup... Enfin voilà, c'est des petites choses et on veut essayer d'être très pédagogique. Et dans la conférence de maires, peut-être d'être amené à prendre des décisions tous ensemble sur certaines politiques qu'on va ou arrêter ou diminuer, mais de le faire de façon collective. Et que peut-être c'est justement parce qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là qu'on s'est rapproché un peu plus des citoyens de notre collectivité. Une forme de revue de dépenses dans votre interco. Et vous, Sébastien Miossec, vous allez voter votre budget début avril, je crois. Je suis pas marxiste, je suis même avriliste cette année, pour reprendre le néologisme. Oui, on fait exceptionnellement le 3 avril. D'habitude, on fait plutôt deuxième quinzaine de mars. Mais bon, là, c'est pas les 8 jours de plus qui vont nous aider beaucoup. Alors, c'est le calendrier habituel. On a cette tradition, même si le budget il est quasiment bouclé en fait au mois de janvier. On prend après le temps de peaufiner le DOB et le vote du budget, avec tout un cycle de conférences budgétaires que je mène avec mon vice-président en finances tout au long du mois de novembre-décembre, après tout un travail technique en amont. Mais cette année, la vraie difficulté, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur le panier de recettes. Enfin, on a toujours, mais on avait déjà au mois octobre, novembre, décembre, aucune visibilité sur notre panier de recettes. Je dois reconnaître aussi, même si dans le marasme actuel, c'est peut-être pas très adapté, mais on a eu plutôt des bonnes nouvelles les années passées sur Quimper-les-Communautés. Donc les années passées, ça fait depuis 11 ans que je suis président. Et ces dernières années, on avait pris l'habitude de faire des revues de dépenses tous les automnes. Mais finalement toujours en pouvant mettre en œuvre les actions qu'on avait envisagées, même si la dynamique de croissance de l'agglo
c'est quand même beaucoup amoindri par rapport aux années 2014-2020. Pour donner un ordre d'idée, le budget a été multiplié quasiment par 3, le nombre d'effectifs de l'agglo a été multiplié quasiment par 3, sans changement de périmètre entre 2013-14 et puis 2020, puisqu'on a transféré pas mal de compétences, dont l'eau et l'assainissement, qui a un gros bout aujourd'hui. C'est un tiers du budget de l'agglo et c'est un quart des effectifs à peu près. Donc c'est un gros morceau, d'autant plus qu'on a récupéré un certain nombre de délégations de services publics qu'on a repris en régie. Et donc c'est aussi générateur de croissance d'effectifs et de recettes et de dépenses. Bref, des revues de dépenses qui ont devenu un peu habituelles les années passées. Et donc cette année où on a vraiment besoin de faire des efforts et des arbitrages, voilà, on était un flou qui ne nous a pas beaucoup aidé. Je réagis peut-être sur ce que Isabelle disait aussi en termes de partage d'expérience. Je salue la volonté de faire bouger, de faire travailler les commissions là-dessus et encore plus en intercommission. Je reconnais que chez nous, donc c'est fait plutôt en petit comité, président, vice-président finance et les vice-présidentes et conseillères, vice-présidentes, vice-présidents et conseillères délégués thématique par thématique. On fait assez peu travailler les commissions sur ce sujet en tout cas. C'est un peu éclairé de l'expérience passée, c'est que nos commissions, avec des élus qui... donc, on a une tradition ouverte, hein, on n'est que 16 communes, il y a beaucoup d'élus municipaux dans nos commissions qui ne sont pas en position d'exécutif, ni à l'agglo, ni dans les communes, et une difficulté en fait que c'est le budget de l'agglo, donc à la limite, c'est pas notre argent, donc dès qu'il faut faire un arbitrage dans le mauvais sens, c'est-à-dire refuser une subvention à une association ou à un partenaire, renoncer à telle action ou tel projet, on trouve une difficulté qu'on doit retrouver, j'imagine pas qu'à Quimper les communautés, à dire c'est quand même bien, c'est dommage, il faudrait garder, etc. D'autant plus que un bon nombre des membres de nos commissions ne sont pas dans le conseil communautaire et encore moins dans l'exécutif. Donc j'avoue, une forme de frustration et on n'a pas trouvé, on n'a peut-être pas suffisamment cherché la solution pour associer davantage les élus dans ces arbitrages. Même si j'aurais dit les années passées étaient plutôt dans une dynamique positive, donc on n'a pas eu besoin de trancher dans le vif non plus. Mais on voit quand même l'exercice budgétaire assez compliqué. Je ne redis pas ce que j'ai déjà dit, mais ça m'inquiète beaucoup sur l'avenir, notamment, et je pense que Quimper-les-Caux là-dessus n'est pas très différent d'autres. Après 2-3 mandats d'extrême dynamique, un mandat actuel évidemment moins dynamique en termes de développement des politiques publiques intercommunales et des transferts de compétences des communes vers l'interco, encore qu'évidemment ça dépend bien sûr des territoires. Mais l'intercommunalité qui est déjà décriée par un certain nombre d'acteurs divers et variés, si nous-mêmes on se retrouve aussi dans une forme de frustration intercommunale de se dire c'était l'endroit où c'est un peu plus complexe de faire ensemble, un peu plus complexe de définir une trajectoire. Si en plus ça devient un lieu où on est dans le retrait, dans le recul, dans le renoncement, ça pourra peser aussi sur l'ambiance intercommunale. En tout cas, c'est une crainte que j'exprime en espérant évidemment qu'elle ne se réalise et ne se concrétise pas. Je voulais pas juste dire qu'on était dans le retrait et que c'était aussi la sensibilisation en fait au coût. Souvent, les gens n'ont pas cette sensibilisation. Vous avez le coût de la cantine, on va vous dire que c'est trop cher, mais nous, on peut leur dire, voilà, ça coûte tant, vous, on répercute tant, et ça, c'est le reste, c'est la com de com. Pour les personnes âgées, pour tout, après, nous, on doit mener ces politiques-là parce que c'est notre rôle, mais qu'on sensibilise et que les gens soient un peu moins, justement, à dire... c'est normal, ça coûte pas cher, c'est eux qui payent, mais que les gens soient un peu sensibilisés à ça, c'est important. Stéphane Delotrette. Oui, dans le prolongement du propos, et là, c'est pas le parlementaire qui parle, c'est l'ancien président d'Interco. En fait, moi, dès mon arrivée à la présidence de l'Interco Pays Nexon Mont-de-Chalut, j'avais mis en place une comptabilité analytique. Et en termes de pilotage et de discussion aussi bien entre élus, mais aussi avec la population, ça a été pour moi un outil indispensable. Je sais aujourd'hui que cet outil, il est précieux pour mon successeur dans la période qu'il traverse, au travers de tout ce qui a été dit, où il est exactement dans la même situation de tous. Mais je pense sincèrement qu'en termes d'outils de pilotage sur les discussions budgétaires, la compta analytique est un outil précieux.
Je voulais vous poser une question sur l'amendement. Donc, on en a déjà parlé, l'amendement pour les prélèvements sur recettes pour les collectivités qui a été adopté dans la loi spéciale. Il y avait cette idée aussi de donner de la visibilité aux collectivités dans la préparation budgétaire pour sécuriser les dotations, notamment la DGF. Alors qu'il n'était que sur les recettes de fonctionnement. Et ce que j'entends au jour, et c'est bien normal, c'est que dans l'incertitude pour le vote d'un budget, il n'y a pas que les recettes de fonctionnement, il y a aussi les recettes d'investissement. Et c'est là où effectivement la loi spéciale n'est pas suffisante. En tout cas, on a cherché à sécuriser au maximum ce qui pouvait l'être au travers de la loi spéciale. Merci. Vous nous parliez des provisions tout à l'heure, mais Pierre-Mathieu Therrien, comment est-ce que vous avez pris en compte aussi, on a parlé de la TVA, des 1,9 milliard à reprendre, est-ce que c'est aussi des choses qui s'anticipent encore plus en 2025, de peut-être pas avoir des scénarios optimistes sur ces données macro notamment Alors, dans la mesure où on a voté la dernière décision modificative de l'année en même temps que le budget en décembre, vu qu'on avait prévu la raréfaction de la TVA, c'était assez facile de prévoir ce montant-là l'année suivante. En revanche, ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le schéma courant, c'est les inquiétudes sur la TVA, c'est la prospective. Parce qu'on nous a vendu un impôt avec force courbe qui allait plus vite que la taxe d'habitation, voire les bases de CFE. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et surtout, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au risque institutionnel. C'est comment avoir confiance sur les années à venir. On parle souvent en commission d'avoir une loi de finances spéciale sur les collectivités locales, mais c'est presque une loi de programmation spéciale sur les collectivités locales qu'il faudrait. Parce que ce qui manque, c'est un peu la stabilité de la parole donnée. Et souvent, les entreprises disent qu'elles attendent de l'État cette stabilité avant la réforme, déjà la stabilité. Et pour les collectivités locales, ce serait bien d'avoir un mandat un petit peu reposant, où on n'est pas dans le suspense du 22 septembre, 25 septembre, du dépôt du PLF, pour voir à quoi ça ressemble, avec un détricotage ou un retricotage, parfois vertueux, pendant les mois de dialogue parlementaire. On va passer à la fin du mandat pour terminer cette table ronde. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Les projets qui restent à finir et les derniers arbitrages qui doivent être réalisés, notamment compte tenu de cette situation politique et budgétaire. Peut-être Isabelle Devoisier, tout à l'heure vous nous avez parlé des PPI dans votre collectivité. Qu'est-ce qui reste à finir chez vous ? Vu l'incertitude, vu les complications, il y a des projets phares qu'on a vraiment mis en avant, et les autres, parce qu'on n'est pas encore sûr de pouvoir complètement les financer, on va les reporter un peu. Voilà. Et donc on fait un choix, et on a un projet de cuisine centrale qui est excessivement important pour notre territoire, qui va être mis en place et vraiment démarrer. Tout est déjà au feu vert pour ce projet-là. Et on a aussi un totem vert avec une pépinière d'entreprise, qui sont des choses importantes pour notre territoire. D'autres projets vont être plutôt retardés. Voilà. Et voilà, on essaye de faire au mieux, mais avec cette incertitude qui est pour nous quand même très, très pénible. Très bien. Vous, à Quimperlé Communauté, comment ça se passe cette fin de mandat ? Alors, on a l'année dernière, donc là, je n'ai pas les chiffres stabilisés parce qu'on est en train de les finaliser, mais l'année dernière, on avait un PPI de 54 millions d'euros sur budget principal et budget annexe hors eau assainissement sur 2024-2028. En comptant ce qu'on a réalisé en 2024, on devrait atterrir autour d'un PPI autour de 48 millions jusqu'en 2028, donc plutôt en baisse. Parce qu'on a reporté déjà, on a acté le report de quelques projets. Mais finalement, sur cette cinquantaine de millions, on en a une bonne vingtaine qui sont des chantiers déjà en cours. Et donc, on doit payer. On a notamment un conservateur de musique et danse qui est un projet qui date d'il y a 6-7 ans, qui a été retardé par le Covid, qui a été retardé par des fouilles archéologiques sur le site qu'on avait prévu. Donc, ça nous a fait perdre 1 an et demi et 800 000 euros au passage, payés par l'intercommunalité et la ville. Ensuite, différents ajustements. Et ce projet-là, qui date de longtemps, les travaux viennent de commencer à l'automne.
On a d'autres équipements publics qui tardent, une aire d'accueil de gens du voyage, etc. Enfin, des choses qui se font maintenant et sur lesquelles on a objectivement pas les moyens de renoncer quand les travaux sont déjà lancés, ou on est tellement avancé que renoncer, ce serait vraiment extrêmement coûteux. On en a une 10-15 millions d'euros qui sont du renouvellement courant. On a 2 piscines, 2 centres aquatiques. On sait qu'on a un bassin à refaire parce qu'il arrive totalement au bout de course. Et si on ne le fait pas en 25, il faudra le faire en 26 ou en 27. Et on a une dizaine de millions d'euros sur lesquels on peut arbitrer sur le budget principal et les budgets annexes hors assainissement. Et c'est sur ça on joue. Mais finalement, c'est assez... c'est pas totalement marginal, mais c'est assez marginal, et surtout c'est des investissements, vu les délais entre le moment où on prend la décision et le moment où on réalise, c'est des investissements qui de toute façon n'impactent vraiment que 2027, 28 ou 29. Donc après le renouvellement municipal et communautaire qui plus ou moins remettra en question de toute façon le projet de territoire. Alors re-questionnera en tout cas. Et c'est important quand même, mais nous on a une autre moitié de PPI qui est de l'ordre aussi de entre 9 et 10 millions d'euros par an, c'est l'eau et l'assainissement. Alors c'est un modèle de financement particulier avec évidemment pour une très grande partie l'autofinancement qu'on dégage avec nos redevances eau et assainissement, mais là-dessus le lien avec les opérateurs publics, les agences de l'eau notamment, mais pas que, est aussi extrêmement important, et on sait les défis qui sont devant nous en matière d'eau et d'assainissement, à la fois pour produire de l'eau de qualité, mais aussi pour traiter nos eaux usées. Ces investissements sont massifs, et je redis, c'est autant que tous les autres investissements de l'intercommunalité. Est-ce que les financements sont bouclés, ou il faut en permanence aller chercher de nouveaux financements, avoir recours à l'emprunt? Alors, notre principal levier, c'est de dégager de l'autofinancement, évidemment. Notre deuxième levier, c'est la dette, parce qu'on avait une intercommunalité qui était très peu endettée jusqu'aux années 2010-2015. Donc on a levé la dette depuis, mais on avait vraiment des grosses marges sur cet aspect-là, même si tout ça indirectement vient s'ajouter à la dette publique de la nation et vient dégrader les ratios à l'échelle nationale. Et les financements de nos partenaires, c'est évidemment pas marginal, mais sur nos investissements, ça restait quand même souvent des participations assez modestes. Typiquement, le Conservatoire intercommunal de musique et de danse, donc autour de 10 millions d'euros d'investissement, on va être à peine à 20% de subvention, ce qui est déjà massif, près de 2 millions d'euros, mais parce qu'on a la région Bretagne qui est fortement à nos côtés avec 1,6 million. Donc ça donne un ordre d'idée, et parce que c'est des financements contrat régional de territoire qu'on utilise sur cet investissement massif de la communauté d'agglo. Vous, à Valence Romance Agglo, Pierre-Mathieu Terrien, qu'est-ce qui reste à finir sur cette fin de mandat, et puis peut-être les différents financements? Alors, ce qui a été dit juste avant, on a vécu la même chose, c'est-à-dire qu'on glisse le plan pluriannuel d'investissement. En revanche, ce que disait Sébastien fait écho à un propos de tout à l'heure, avec les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, tout ce qui relève des compétences déchets, eau, assainissement, cycle de l'eau, on n'a pas parlé de la compétence GEMAPI, mais avec la prévention des inondations aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et nous, c'est plus de la moitié de notre PPI global, c'est 4 compétences ces dernières années. Et sur les années qui viennent, quand on parle de ressources de financement, quand il s'agit de poser la question d'augmenter des tarifs ou des impôts, la question du prochain mandat, elle va vraiment être la concurrence interne, parce que la TOM qui finance les déchets, la taxation GEMAPI, les redevances d'eau et d'assainissement, finalement le levier fiscal qui reste pour un budget général, il passe après ces compétences-là. Parce qu'aujourd'hui, comment penser dans un territoire que la question de l'eau et de l'assainissement, elle n'est pas prioritaire, avec les pollutions, avec les effets de ressources, etc. On est tenu quelque part par le financement de ces compétences-là. Et dans les équilibres de PPI à venir, je vois difficilement comment la Focale elle pourrait abandonner ces compétences-là. Et chez nous, ce qu'on constate sur cette fin de mandat et sur le mandat à venir, c'est vraiment une recrudescence des financements sur ces compétences-là par rapport finalement au cadre un peu plus général et malheureusement vers le service à la population,
Je dis malheureusement parce que c'est terrible d'avoir une concurrence entre politiques publiques, entre des politiques publiques vitales et des politiques publiques qui sont importantes pour la vie d'un territoire. Sur la taxe Gemapi, peut-être Isabelle Defazier, en préparant cette table ronde, vous m'aviez dit que vous... On ne l'a pas mis en place pour l'instant. Et que peut-être vous alliez avoir la mettre en place avant la fin du mandat. On l'a pas mis en place parce que, en fait, vous savez que la Somme est un département où il y a beaucoup d'éoliennes et dans notre territoire, on a beaucoup d'éoliennes. Donc, en fait, on s'est servi d'une partie du FPIC qu'on a demandé, on est sorti du droit commun. Cet excédent-là, on l'a pris pour financer la Gemapi, plus l'écrêtement des éoliennes. Voilà. Mais maintenant, on arrive au bout du système. Donc, on est en train d'essayer de voir si on ajoute un peu de taxe Gemapi à bas bruit pour essayer de compenser, enfin, de pouvoir faire tous les travaux qui sont nécessaires et qui sont de plus en plus indispensables. Donc, voilà. Pour l'instant, on ne l'avait pas mis en place et on arrivait à fonctionner comme ça. Maintenant, voilà. On est en train d'étudier toutes les solutions et peut-être on a un peu de mal à arriver à comprendre ce que les gens vont réellement payer sur leur feuille d'impôt si on la met en place. Donc on est en train de travailler avec la perception pour essayer de se rendre compte un peu de l'impact que ça va avoir. Voilà, mais on ne l'a pas mis en place. Vous pourriez avoir recours dans vos collectivités respectives au levier fiscal avant la fin du mandat ou... Alors, on a fait le choix, donc la Gemapi, enfin, depuis 17 ans que je suis élu communautaire, 11 ans que je suis président de l'intercommunalité, on avait eu le luxe jusqu'en 2024 de ne pas utiliser le levier fiscal. On a fait un jeu de bonne taux entre la TOM et le foncier bâti à un moment où notre TOM était surfinançait un peu les politiques déchets, donc on avait baissé le taux de TOM et augmenté le foncier bâti à due concurrence, ce qui fait que pour le contribuable, c'était neutre. Mais finalement, on n'avait pas utilisé le levier jusqu'en 2024. Donc l'année dernière, on a utilisé le levier fiscal pour aller chercher 700 000 euros de recettes fiscales supplémentaires comparé à la dynamique normale de notre fiscalité, en utilisant le foncier bâti et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, puisque ces deux taxes sont liées. Et donc pour pouvoir aller chercher donc, de mémoire... de l'ordre de, j'ai un doute, une cinquantaine d'euros par, parce que j'ai aussi levé la THRS sur ma commune, une cinquantaine d'euros par foyer, par résidence secondaire à l'Interco, et ça faisait 4 ou 5 euros par foyer en taxe foncière. Donc l'idée c'était d'aller chercher le contribuable résidence secondaire. Et donc ça nous a levé 700 000 euros avec l'idée de le flécher sur nos politiques de l'habitat, considérant que c'était un enjeu sur lequel on voulait vraiment mettre un gros effort, à la fois pour tout ce qui est stratégie habitat, mais aussi tout ce qui est accompagnement des particuliers sur la rénovation énergétique de leur logement. Donc l'ANA et d'autres partenaires en Bretagne, la région Bretagne notamment, nous accompagnent pour le développement de ces services-là. Mais une partie reste quand même à la charge de l'intercommunalité et on avait la volonté d'investir là-dessus. Et sur l'aide aussi à la production de logements, notamment auprès des bailleurs sociaux, où on a une politique volontariste depuis quelques années, mais sur laquelle on voulait dédier des moyens supplémentaires. Donc on a utilisé ce levier en 2024 avec l'engagement de ne pas l'utiliser d'ici la fin du mandat. Donc on va tâcher de tenir l'engagement, d'autant plus que c'était une situation exceptionnelle. Je serais pas totalement honnête en ajoutant qu'on a quand même utilisé la Gemapi il y a 4 ans. Donc on lève de la Gemapi aussi à hauteur de 400 000 euros. Mais c'était une forme de nouveau système, on va dire, parce qu'on avait historiquement, avant que la compétence eau et assainissement soit communautaire, les syndicats d'eau et les communes en fait levaient une forme de pseudo-Gemapi sur la facture d'eau, qui était pas hyper réglementaire, pour être totalement honnête, mais en fait il y avait une contribution des syndicats d'eau et des communes qui étaient compétentes en eau auprès de l'intercommunalité sur l'entretien de nos rivières, qui en fait était une sorte de Gemapi avant l'heure. Voilà. Donc, mais sur la partie Gema, pas sur le PI. Même si Quimperlé est parfois connu pour ses inondations. Avec le projet de loi de finances qui est toujours en discussion, on n'a pas de dotation d'investissement pour l'instant en 2025, puisque il faut attendre qu'il y ait le vote. On a une stabilisation des différentes dotations, on a
baisse du fonds vert, mais en fait une hausse hier de 150 millions d'euros par rapport à la baisse. Donc, on se retrouve. Une baisse, oui, qui est quand même d'un peu plus d'1 milliard. 1 milliard. 1,5 milliard. Voilà. Ça dépend le Mais milliard, du coup, si on le ça devient calcule par rapport 1,3 aux milliard. engagements de crédit ou par rapport à la Tout à fait. prévision de départ. Enfin bon, c'est très peu au regard de l'enjeu. Mais bon. Et est-ce que avec ces dotations, elles sont encore utiles pour vous terminer le mandat ou de toute façon tout est déjà bouclé, financé avant la fin du mandat? Peut-être Sébastien Miossec. Toute la difficulté, quand c'est un sujet que je plaide et localement et à l'échelle nationale au sein de notre asso, sur toutes ces dotations d'investissement, c'est que quand on lance un aménagement, entre le moment où on le lance, où on aurait besoin d'être sécurisé sur les financements, et le moment où le préfet de département ou de région, selon la dotation, est capable de nous notifier une subvention, il y a un délai qui ne correspond pas au moment de la décision. Donc, par nature, quasiment tous nos investissements, on les lance sans avoir aucune assurance sur le niveau de soutien que l'État pourra nous apporter, notamment sur la DETR, la DSIL, le fonds vert. Les contractualisations, normalement, devraient avoir ça de bon. C'est que, malgré tout ce que disait Pierre Mathieu sur le côté déséquilibré, mais au moins qu'on puisse avoir un peu de programmation. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, la DSIL, la DETR, le préfet qui pilote l'enveloppe, ou puisse nous dire, moi, sur les enveloppes prévisionnelles 27, 26, 27, 28, j'en bloque tel montant sur telle politique publique, tel projet sur tel territoire. Évidemment, tout ça demande à être confirmé, mais qu'il y ait au moins une forme d'engagement minimal. Et ça serait de nature à nous rassurer aussi, sans que ça coûte forcément plus à l'État. J'entends que les enveloppes sont votées annuellement, j'entends, et les semaines passées, les mois passés nous le rappellent qu'un budget, il peut avoir des péripéties. Mais si ne serait-ce que la moitié des enveloppes de DETR, DSIL étaient garanties sur 3-4 ans, et que les préfets dans nos départements, dans nos régions pouvaient s'engager sur la pluriannualité, ce serait vraiment un gage de stabilité pour nous. Alors, l'échelle financière de nos intercommunalités, notamment les plus grandes, fait que on se prémunit en se disant si on l'a pas là, on l'aura ailleurs, et puis on avance. C'est beaucoup plus vrai pour les plus petites communes. Moi, je suis maire d'une commune de 4000 habitants, qui est pourtant pas une petite commune, mais là, on est en train de travailler sur les années à venir avec un gros plan entre 3 et 5 millions d'euros selon ce qu'on fera sur l'ensemble de nos écoles. Moi, de savoir si j'aurai 50 000 euros de DETR ou 500 000 euros de DETR, c'est un peu décisif quand même pour m'aider à faire les arbitrages, quoi. Et typiquement, mon préfet, il me dit c'est super, on sera à vos côtés. Ah, mais de combien? Je ne peux pas vous dire. Et comme le temps que le projet se fasse, entre-temps, on aura changé de préfet et de secrétaire général, est-ce que la parole donnée à ce moment-là, la parole, qui n'est pas un écrit, sera maintenue? J'en sais strictement rien. Donc c'est ce côté de la pluriannualité, qui, je redis, n'est pas forcément une dépense supplémentaire, mais une capacité donnée aux acteurs locaux de l'État de pouvoir s'engager dans le temps auprès de nous, sur une partie de l'enveloppe. J'entends qu'on ne puisse pas garantir 100% des montants de DETR ou de DSIL sur les années qui viennent, mais si on pouvait au moins se dire la moitié, les 2 tiers, les 3 quarts, évidemment plutôt les 3 quarts que la moitié, mais serait garanti, ce serait vraiment un élément y compris de confiance locale entre l'État et ses représentants en territoire et nos collectivités. Très bien. En tout cas pour 25 ou 26, on fera avec ce qu'on nous donnera, et puis de toute façon les projets sont lancés, et puis voilà. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette table ronde. Donc on va refaire un petit tour de parole dans la salle pour des dernières questions. Voilà, pareil, encore des micros qui circulent à gauche et à droite. N'hésitez pas à lever la main. Peut-être pas. Une petite question sur la crise des financements aussi des autres niveaux de collectivité. On a parlé de la contrainte. Peut-être vous, Isabelle Devasier, vous êtes aussi au département. Comment cette relation entre les différents niveaux de collectivité, elle peut encore être préservée malgré les contraintes financières? Alors nous, au département de la Somme, on a énormément aidé les collectivités, notamment les communes et les com de com,
en particulier parce qu'on a eu une augmentation importante de DMTO et qu'on a consacré finalement beaucoup d'argent pour les communes sur des plans de déploiement de l'aide, sur la vidéosurveillance, sur l'aide aux communes, et on a fait vraiment un très très gros effort. Là, on arrivait en fin de triennale et donc se posait la question de savoir si, en plus à ce moment-là, on était dans la loi de finances avec des économies à faire très importantes. On n'a pas encore voté notre budget. Lui aussi, on le votait en décembre. Là, on va le décaler. A priori, on va partir sur une année transitoire pour ne pas couper l'aide aux communes. Mais il y a énormément de départements qui ont arrêté de financer les communes. Nous, on va sans doute trouver une solution pour l'année transitoire, mais on ne s'engage pas à plus d'un an pour l'instant, puisque en fait, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Et là aussi, on a fait des efforts énormes d'économie de fonctionnement aussi, bien qu'on sache qu'on a des dépenses non pilotables pour beaucoup et que donc on ne peut pas réduire partout. Mais on est arrivé à trouver des solutions pour dégager de l'autofinancement et ne pas avoir recours trop à l'emprunt, mais continuer à aider les communes.